Bonjour Sandrine, Bonjour Elettra. on est là aujourd'hui pour faire le 66e cycle d'investigation. C'est un premier protocole et D'ac- dont tu ne connais pas le sujet. Non, Tu es prête pour cette aventure? je suis prête. Bien. Quand tu voudras, tu peux te mettre à l'aise dans une position Mhm. confortable et tu commences à respirer calmement et profondément. Et je vais compter des 10 à 1 et on va commencer notre aventure. Respire profondément, respire. Et 10. À chaque respiration, ton corps devient de plus en plus lourd. 9. Et ton corps s'enfonce agréablement. 8. Bien, respire calmement. Respire toujours calmement. 7. 6. 5. 'Respire calmement. 4. 3. 2. Et 1. Je vais compter des 1 à 3. Et à mon 3, tu seras dans l'état parfait pour mener cette enquête. 1, 2, 3. Sandrine, comment vas-tu? Oui, bien. Bien. Alors, je te demande déjà de créer des belles énergies autour de toi, des énergies qui te conviennent le mieux. Et je vais commencer à te poser la première question. Le protocole, c'est composé d'une partie fixe. Je poserai donc des questions en série et ensuite on va enquêter encore plus. Alors, d'un point de vue des métabolisations et du système immunitaire, observe ce qui se produit dès qu'on prive un corps encore vivant d'un organe. Je vois un corps. Tu veux savoir ce qui se passe quand on prive un corps d'un organe? Au niveau de l'immunitaire, des systèmes immunitaires et de la métabolisation. Reste juste observatrice, ne prends pas les émotions et les énergies qui sont autour de cette scène. Mhm. Non, je vois un corps qui s'affaiblit, qui s'affaisse. Bien. Veux-tu rajouter quelque chose? Mhm. Non, il semble fatigué, enfin, ça épuisant. Ça, oui, ça Oui. fait. Mm. Et maintenant, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on prive un corps vivant d'un organe, mais par rapport au plan énergétique et au corps éthérique? Que vois-tu?
Bah, si je regarde en haut, euh, par rapport à ce corps, le lien avec son corps énergétique, euh, voilà. Ça l'affaiblit, ça semble l'affaiblir. Aussi à niveau énergétique, donc c'est Hmm. bien. Alors, on va voir la troisième question. L'expropriation d'un déterminé organe peut graver d'un point de vue karmique, oui, non, ou une partie. Oui. Oui. De quelle façon? La mémoire des cellules. D'accord, d'accord. Veux-tu rajouter quelque chose à ce sujet? Non, l'information m'est venue comme ça, j'ai pas plus d'informations. D'accord. C'est- Et d'un point de vue spirituel et de l'âme, l'expropriation d'un déterminé organe peut graver aussi. Euh, oui, Oui, ça affecte son âme, oui. bien. De quelle manière? Ben, ça met comme une empreinte, une marque. Enfin, euh, je vois un cerveau en fait, et comme si c'était, ça reste dans son cerveau. Enfin, ça doit être une mémoire. Mhm. Hmm, d'accord. C'est très intéressant. Après, on va peut-être vérifier, euh, approfondir ce sujet. Mhm. Et par rapport au plan généalogique, qu'est-ce qui se passe dès qu'on prive encore un corps vivant d'un organe? Euh, je regarde. D'un point de vue physique, généalogique, Oui, hmm, euh, rien. Enfin, non, j'ai pas l'impression. Non, il n'y a pas de lien. Hmm, d'accord. Bien. pas Comment ça, avec le corps. comment ça va au niveau d'énergie? C'est pas trop dur de voir tout ça? Tu veux Non, remonter un peu les fréquences, ça va? ça va, ça S'il y a va. quelque chose qui te dérange, tu me le dis tout de suite et on fait quelque chose. D'accord. Mhm, mhm. Puis, alors, il y a des manifestations, des réactions aux transformations qui se produisent toujours à chaque fois qu'un organe est exproprié depuis un corps vivant, quelque chose qui est Mhm. commun à tout le monde. Est-ce que tu peux reposer la question? Oui. Euh, il y a-t-il des manifestations ou des réactions qui se produisent toujours à chaque fois qu'un organe est exproprié et donc est enlevé depuis un corps qui est vivant encore? Chose qui est commune à tout le monde. À chaque fois qu'il s'est... Ah. Oui, un, ça fait un trou. Euh, Au niveau du ressenti de la personne, tu me demandes? Aussi, oui, Au oui. physique? Au niveau physique? Aussi les réactions, les D'accord. transformations, s'il y a quelque chose qui rend commun cette expérience, en fait. Oui, 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 ça affecte l'état d'esprit de la personne. D'accord, Mm. merci. Et puis, Ça. Mm. quelles sont les conditions qui sont générées à un être humain qui a été implanté et donc qui a reçu l'organe, qui appartenait à un corps étranger, donc depuis qui reçoit Mm. l'organe d'un autre être humain? Quels sont ces, qu'est-ce qui s'est produit pour la personne qui reçoit?
ça reste un corps étranger. Ça, ça fonctionne. Mais enfin, je vois ça au niveau du bas au niveau du bassin, c'est ce qui me vient. Mais ça reste un corps étranger. C'est pas, il n'y a pas d'assimilation facile par le corps qui reçoit. C'est c'est mécanique, mais c'est tout. Intéressant. Oui, alors, après, on y reviendra. Et à niveau du karma, observe le karma de la personne qui a bénéficié d'une transplantation d'organes. Son karma. Oui. Qu'est-ce que tu entends par karma? Ce qui va se passer pour les vies suivantes, s'il y a quelque chose qui s'enchaîne, un processus qui va être enchaîné au niveau du karmique de l'âme. Alors oui, je dirais que oui. Mais c'est pas très clair parce qu'en fait, tout à l'heure, j'avais un lien certain avec l'âme. Et là, avec son karma, si je interprète la question, je la comprends comme, enfin, je la vois, comme si la personne réintègre un corps, est-ce qu'elle va faire l'objet de la même greffe Dans une autre vie? Ouais, dans une autre vie. Je suis pas sûre D'accord. que Bien, ça atteigne son karma. bien. Après, on va Pour approfondir. apprécier. Et, les corps astral du bénéficiaire, observe-le, en particulier le corps émotionnel suite à une greffe. Qu'est-ce que s'est produit à niveau émotionnel? Alors, je vois un regain d'énergie au niveau émotionnel. Le corps astral. Ouais. Mhm. Je l'observe, je crois. Et, mais au niveau de ses émotions, il a l'air plus léger. D'accord. Ah, c'est intéressant. Mm. C'est intéressant. Alors, tu veux-tu rajouter quelque chose? Non, je le sens plus libéré. D'accord. La personne qui a bénéficié? Oui, a priori. Ah, Mhm. c'est très intéressant ça. Et observe la phase du sommeil, en particulier des rêves d'un sujet qui a bénéficié d'une transplantation. Mm. Euh, Alors, la réponse c'est que ça affecte ses rêves, c'est certain. Après, j'arrive pas à définir de quelle façon exactement. A priori, plutôt de manière positive, Hmm, euh, parce que comme s'il avait une facilité à se projeter vers l'avenir. d'accord, d'accord. Donc, Ça, ça facilite le rêve. Et enfin, voilà, c'est ce qui me vient. Mm. et
Et observe aussi la phase du sommeil et des rêves du donneur, soit du donneur et soit du bénéficiaire. Dans les cas où le donneur, il est encore vivant. Vois-tu quelque chose d'intéressant à me transmettre? Alors, dans leur phase de sommeil, je les vois côte à côte. Ah, bien. Donc, oui, les deux? Oui, enfin, oui, ils sont dans des lits séparés, mais côte à côte, comme si ouais, comme si il y avait un lien dans le sommeil. D'accord. Et depuis un point de vue énergétique, observe ce qui se produit entre le donneur et la personne qui reçoit. Hmm. Il y a un échange d'énergie. Hmm. Bien. Et dans les cas où le donneur il est trépassé, qu'est-ce qui s'est produit d'un point de vue subliminal? Ah, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil parce que justement ce lien est coupé et du coup il n'y a plus cet échange d'énergie et de lien. Et du coup le receveur il le vit pas de la même façon. Pardon. Ouais. Il est tout seul, mais comme si d'un point de vue subliminal il ressentait justement cette solitude. Enfin, ouais, il se sent seul. Ouais. D'accord. C'est... Donc oui, tu réponds un peu déjà à la dernière question. Quelles autres conditions peuvent aller se créer dans le sujet qui a reçu? Si la personne, si le donneur il est plus en vie. Alors, si le donneur est plus en vie, quelle est la question? J'ai pas... Si, quelles autres conditions peuvent aller se créer dans les sujets qui a reçu? Bah, Quoi d'autres justement, conditions? les conditions dans lesquelles il se trouve, ouais, il est coupé. En fait, l'organe devient purement mécanique. Il y a, il y a plus d'énergie. Ça lui permet juste de faire fonctionner son corps, mais ça lui apporte pas l'énergie qui va avec. D'accord. C'est très intéressant parce qu'en fait, alors ce que tu me dis, si j'ai bien compris, si Mm. si le donneur il est encore en vie, Mm. et de quelque manière, l'organe il maintient une énergie Ouais. et cela permet un échange aussi avec la personne qui a bénéficié. Ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Et l'organe, et du coup, il est plus, si le donneur est vivant, l'organe, il émet de l'énergie. Alors que si le donneur est mort, l'organe, il est purement mécanique. Il n'y a plus, ouais. Et cela, ça peut affecter aussi la vie énergétique, le champ énergétique de la personne qui a reçu. Euh, oui, c'est-à-dire que, oui, bah oui, parce qu'en fait, du coup, il va recevoir quelque chose qui va faire fonctionner son corps, mais qui lui apportera pas l'énergie qui va avec. Je ne sais pas Oui. comment l'expliquer, mais je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais Non, non, c'est très clair. vraiment, T'inquiète. d'accord, parce que l'organe est émetteur d'énergie en fait pour le Oui. corps qui reçoit, mais voilà, seulement si son donneur est vivant. Sinon, ça reste que voilà.
Mm. C'est très, très intéressant. Mm. Une fois fini la vie aussi de la personne qui a bénéficié, donc on parlait Mhm. tout à l'heure du karma. Mhm. Le karma, c'est la loi, c'est la fameuse loi dont on parle souvent, qui nous amène à vivre parfois Mm. les mêmes Oui. difficultés ou les mêmes vies, juste Mm. présentées différemment. Y D'accord. a-t-il quelque chose que tu vois que peut-être on n'a pas remarqué à tout à l'heure Mm. dans une Euh, prochaine vie? mm. Euh, oui, alors maintenant, j'ai le sentiment que la personne qui a reçu la greffe, euh, une fois qu'elle meurt, c'est comme si son corps avait été réparé. Mais je pense qu'encore une fois, ça fonctionne que si l'organe il est vivant, enfin, il est plein d'énergie. Bien, Mm. bien. Je J'ai- pense que ça ne le suit pas du coup. Alors que si le donneur il est décédé et que c'est purement mécanique, il est possible que ça le suive sur son karma, ouais. Et que sur une vie suivante, il ait le même problème. Parce qu'en fait, c'est comme un vide d'énergie à cet endroit-là qu'il faut combler. Et donc, c'est comme si le karma, il allait chercher à combler ce trou. Et tant qu'il n'y a pas quelque chose de vivant qui vient à cette place-là, il y a, voilà. Et C'est ça un, reste un trou. c'est un problème qui peut donc se représenter dans une Ouais, vie suivante. oui. Mm. Et maintenant, la question, je reste encore juste une question sur le sujet du karma. Mhm. Il y a-t-il Mhm. un karma qui a fait en sorte que la personne a eu un besoin d'un organe, il y a quelque chose qui est déjà prévu avant de commencer l'incarnation? C'est un choix. Qu'est-ce qu'il fait qu'on arrive à ce point-là, à avoir une maladie si grave pour avoir besoin d'un organe? Mm. Oui, c'est le choix d'une expérience. Ah, c'est vraiment le choix, d'accord. Donc, il n'y a pas d'une Mm. interférence ou un problème, c'est vraiment le choix de... Mm. C'est un choix très difficile, très courageux, je dirais. Mm. 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 Oui, mais c'est une expérience, c'est pas vécu comme quelque chose de courageux. C'est l'expérience de ça, Merci. de, Oui, de faire c'est cette expérience. Mhm. c'est très intéressant. C'est pas triste, c'est juste une expérience. Oui. Mhm. C'est vrai que depuis cette dimension où nous sommes, on a la tendance à voir de la tristesse et à juger, Mhm. mais oui, c'est l'autre Mm. côté, Non. c'est plutôt une expérience. Tout est une Mhm. expérience. Mm. Oui. Alors, tout à l'heure, on a parlé du sommeil et Mhm. c'est très intéressant. Tu m'as parlé du fait qu'il soit au niveau de la phase du sommeil qui sont les deux ensemble. Mm. Peux-tu développer? As-tu quelque chose à rajouter? Mm. En fait, c'est comme si mm, le fait qu'il y ait un don d'organes, ça, ça les connectait. Euh, alors j'ai le sentiment que Oui. pendant la nuit, c'est c'est comme si le donneur transmettait son énergie pendant la nuit. Il est bienveillant sur le receveur pendant la nuit. Et pendant la journée, ou pendant qu'il est debout, en tout cas, c'est le receveur qui, qui émet de l'énergie. Mm. Ça crée un lien énergétique, j'ai le sentiment. Parce que quand ils sont allongés, j'ai vraiment le sentiment que c'est le donneur qui est émetteur. Mm. Ah, c'est intéressant. En tout cas, c'est une amitié à niveau subtil qui est créée. Ça crée un lien, vraiment. Enfin, ouais. Et Oui, c'est une là, amitié, je sais même pas, mais si, oui, c'est vrai, ça dépend après de l'énergie que la personne Mhm. elle émette, mais c'est vrai que
C'est un lien très fort. Et aussi, s'il y a de la distance au niveau des kilomètres, ou si c'est de la même famille, ça change quelque chose. Non, 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 non. Non, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de... Non. De, euh, alors, si c'est de la même famille... En fait, c'est en dehors de... c'est vraiment énergétique, c'est pas émotionnel. Les émotions ne rentrent pas dans ce cadre-là pour l'instant. Enfin, de ce dont je parle moi, c'est un échange d'énergie, pas d'émotion. Après, j'imagine qu'en termes d'émotion, il y a des relations qui sont encore différentes en fonction du donneur, du receveur. Mm. Oui, oui. À niveau Mais d'émotion, oui, si tu vois quelque chose, je t'écoute. Je suis très curieuse. Mhm. Bah, ouais, je vois de l'amour. Enfin, au niveau de l'émotion, même si les gens se connaissent pas, ça peut être des inconnus. C'est toujours un homme. Et Hmm, la bienveillance. On oui, peut parler des c'est bienveillances. ça. Pour les deux, c'est vraiment ouais. Donc c'est Ça mutuel. crée un lien et c'est de bienveillance en termes d'émotion. Ouais. Mm. On Mhm. choisit le donneur quand on fait les projets de la vie. Euh, Par exemple, tout à l'heure, on a parlé Mm. du fait que c'est un choix d'expérience. On choisit Mhm. ils se choisissent entre eux avant de faire cette expérience. Oh, c'est Non, 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 c'est une d'accord. rencontre. Donc ils se laissent la surprise en quelque manière. C'est une rencontre. Ouais. Mm. Et puis, alors, on a parlé aussi du corps astral du bénéficiaire en fait, Mhm. la personne qui reçoit la greffe. Tu m'as parlé tout à l'heure d'une sensation de libération et de légèreté. Mm. Mhm. C'est dû à quoi? Oh. Le fait de pouvoir vivre. Euh, c'est comme si on complétait un puzzle. Il lui Ah manquait oui, mm. Il lui manquait une pièce mm. Et du coup, oui. Mhm. merci. Et j'ai une autre curiosité. Et, quand on parle d'une greffe avec un donneur qui n'est plus en vie, Mm. et donc par exemple une mort subite, Mm. le, l'énergie de la personne reste avec son organe ou parvient-elle à partir ailleurs? Non, il y a très peu d'énergie qui reste. Mm. Donc il peut partir son chemin dans l'éther ou dans des autres Mm. dimensions Mm. Mm. Il laisse pas de... Non. Mm. et se détache complètement donc de son corps. Mm. 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 Bien, Oui, pardon. c'était très intéressant, très intéressant. Et juste à niveau physique, une dernière question, pardon. Je dis Mhm. toujours que c'est la Oui. dernière, mais j'aurais Pas de posé souci. beaucoup de questions. Moi, je suis Et bien. Mhm. on a vu que ça va. Mhm, C'est pas mhm. dur de voir tout ça. Non, 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 c'est intéressant. Moi aussi, j'apprends. C'est bien. C'est ça le but aussi. Mhm. Quand on a parlé du corps physique, donc au niveau immunitaire, métabolisation, soit de l'expropriation, aussi de la greffe, et qu'à un moment donné, surtout quand on enlève, tu as vu le corps affaibli. Mhm. Et c'est une chose qui peut se réparer ou que c'est une situation qui reste dans le chemin de la personne. Alors, il faut que tu reposes ta Pardon, question. oui. Je suis désolée. Non, non, c'est moi. C'est trop long. Le corps, on a observé tout à l'heure les corps énergétiques d'une Mhm. personne qui a donné son organe. Et on a observé à niveau immunitaire
si tu m'as dit qu'il était affaibli. Et j'aimerais savoir si c'est une situation, donc s'il reste faible pendant toute sa vie ou s'il parvient à se reconstituer en quelque manière. Non, il a besoin d'aide pour le reconstituer. Il peut. C'est comme pour lui aussi, ça crée un trou énergétique. Mais il peut remplir ce trou d'énergie, mais il faut qu'il en ait conscience. Voilà. Il faut que quelqu'un vienne l'aider à ça, à faire ça, à recompléter en fait. Je sais pas, ça crée, ouais, je sais pas comment expliquer. En fait, ça fait, oui, ça fait un trou, un vide, mais c'est de l'énergie, donc on peut, on peut en l'augmentant ses vibrations, ou, voilà, on peut combler ce trou. On peut le combler ce trou. Mm. Donc, Pour la si on personne. prend de l'auteur, Mm. on imagine la planète ou une partie, Mm. oui, de toute la Mhm. planète. Mhm. Quel pourcentage de personnes parviennent à se reconstituer énergétiquement suite à un don d'organes, une donation d'organes? Ah, ouais, tout de suite m'est venu 74. Ah, non, c'est Mm. déjà une bonne, Mm. un bon pourcentage. C'est bien. Mm. C'est ce qui m'est venu tout de suite. Mm. Bien. Alors, je n'ai plus de questions. Je te Non. remercie. Si tu es Mm. prête, on va revenir. Ou si tu veux pas, si tu peut-être il y a quelque chose que tu veux rajouter, s'il y a quelque chose que tu passes devant, comme ça, Mm. je t'écoute. Laisse-moi un petit instant. Oui, oui, prends le temps qu'il faut. Mm. Non, c'était très Non, intéressant. Mhm. il n'y a rien à rajouter? Quelque chose Par rapport au don d'organes, Oui. mm, non, que je vois les choses différemment maintenant et que c'est vraiment, voilà, qu'il faut le faire vraiment de son vivant et que vraiment ça apporte, ça fait vraiment une grosse différence, ouais. Mm. Ah, oui, ça c'est Mm. vrai que c'est. Mm. Mm. On n'y pense Ou alors jamais. si, oui, si je voudrais peut-être rajouter, peut-être aussi pour justement pour les personnes qui reçoivent un organe, mais d'une personne qui est décédée, il faudrait aussi faire ce, ce, ce soin énergétique parce que l'organe, du coup, il a plus l'énergie de son propriétaire et je pense que il est purement mécanique et je pense qu'il s'intégrerait mieux dans son nouveau corps si on faisait un travail justement voilà, de lui apporter de l'énergie et que l'être éthérique peut-être, mais fasse justement une montée en vibration pour vraiment l'intégrer voilà, à son être tout entier. Voilà ça. Mm. Ah oui, oui. Mm. Et, Mm. c'est vrai, alors je te pose la question que je t'ai posée tout à l'heure, mais pour ceux qui reçoivent, et dans ces cas-là, quel Mm. pourcentage de personnes dans la planète parvient à se soigner énergétiquement suite à ça, quand on reçoit un organe d'une personne décédée? 14. Ah, voilà. Mm. Ouais, ça serait bien que tout le monde puisse avoir ces informations pour se régénérer et profiter Pour, de... pour l'intégrer, en fait, parce que enfin, j'ai vraiment le sentiment que quand c'est pas, ça reste, enfin, voilà, c'est pas très sain quand ça reste mécanique, parce que comme il n'a pas d'énergie, à un moment donné, l'organe, il va se fatiguer. Mm. Et, euh, et donc, le problème de la personne va revenir au final. Mm. C'est comme... oui, c'est dans Tu un... vois? Parce que même l'organe, il est dans un corps étranger, il n'est pas Et comme il est dans son mécanique et qu'il corps. reçoit pas, ouais, il reçoit pas d'énergie, à un moment donné, il s'use. Mm. Mm. C'est très intéressant. Je te remercie pour Mm. toutes ces Mm. informations. C'est un point de vue Mm. que... c'est très intéressant, vraiment. Merci. Mm. Mm. Quand tu Merci à sais, toi. quand tu seras prête, si tu veux, on peut revenir. Mhm. Oui, D'accord. Mhm. bien. Alors, je vais compter de 1 à 5. Et quand tu en arrives, on sera à 5, tu seras complètement avec moi.
D'accord. Alors, déconnecte du tout et du tous. Déconnecte. Tu reviens dans tes énergies. 1. Et toutes tes cellules commencent à pétiller, à vibrer à la fréquence que te convient le mieux. La fréquence de la joie, du bonheur. 2. Et ton corps, il commence à reprendre toutes ses forces, toutes son force. C'est très agréable. 3. Et au fur et à mesure, à chaque respiration, prends des bonnes respirations. Tu reviens bien dans ton corps avec un état d'esprit joyeux. 4. Et là, tu peux déjà commencer à bouger un peu les pieds, les mains. Ton corps reprend toutes ces énergies. Et quand tu voudras, au 5, tu pourras rouvrir les yeux. Et 5. Comment ça va, Sandrine? Ça va bien. C'était très intéressant. Oui, Mm. c'était un sujet particulier. Oui, en plus, un sujet que je ne m'attendais pas du tout et c'était très, très intéressant. Oui, merci. Ouais. Merci à J'ai vu toi. plein de choses, c'était chouette. Je vais couper l'enregistrement. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Reste avec moi. Je coupe juste l'enregistrement. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua,
Però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è
così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo
si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte
rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.